1978, au Bénin, un chercheur rencontre une très vieille femme. Elle s'appelle Naoui. Son âge exact est impossible à s'établir. Elle a probablement plus de 100 ans, peut-être davantage. Dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, les états civils coloniaux ont mal enregistré les naissances, ou ne les ont pas enregistrées du tout. Quand on l'interroge sur les années de guerre, son regard change. Elle se souvient des combats, des armes, des marches, des cris, des morts, des nuits passées à avancer dans l'obscurité avant que l'ennemi ne se réveille. Elle dit qu'elle a été agogie. Elle est considérée comme la dernière agogie connue à avoir combattu. Elle meurt en 1969, emportant avec elle une partie de la mémoire d'une armée féminine qui a existé pendant plus de 2 siècles. Une armée que les historiens européens ont longtemps traitée comme une curiosité, un mythe ou une exagération, avant d'admettre qu'elle était réelle, organisée, redoutable. Les Européens les ont appelées les Amazones du Dahomey, en référence à la mythologie grecque. Mais ce nom n'était pas le leur. Elles se nommaient Agogie. Dans leur langue, elles étaient aussi appelées Mino, nos mères. Mino, nos mères, des femmes qui tenaient à ranat des fusils, des machettes et des rasoirs recourbés, des femmes que les soldats français ont mis des mois à vaincre et qui n'ont jamais vraiment comprises. Bienvenue dans les victoires oubliées. Je suis Didier et aujourd'hui, nous allons parler d'une armée que l'histoire a transformée en spectacle, d'un royaume pris entre la traite et la résistance, et d'une bataille où des guerrières ont fait reculer la légion étrangère. Le royaume du Dahomey se développe à partir du XVIIe siècle dans ce qui est aujourd'hui le Bénin. C'est un État organisé, centralisé, dirigé depuis la capitale Abomey. Le roi dispose d'une administration, d'une cour, d'un système fiscal et d'une armée permanente. Ce n'est pas un village ni une tribu au sens péjoratif que les colonisateurs donnèrent à ce mot. C'est une structure politique sophistiquée, capable de lever des impôts, de conduire des campagnes militaires sur plusieurs années et de négocier avec des puissances étrangères. Au sein de cette armée existe une unité particulière, un corps de combattantes exclusivement féminin. Les origines exactes des Agogies restent discutées. Certaines traditions évoquent le nom des chasseuses d'éléphants recrutées à l'origine pour protéger le palais royal. La chasse à l'éléphant était une activité prestigieuse et dangereuse au Dahomey. Les femmes qui la pratiquaient avaient déjà démontré un courage physique exceptionnel. D'autres sources situent le développement des Agogies au XVIIIe siècle, quand les rois du Dahomey commencent à intégrer davantage de femmes dans les opérations militaires, notamment lors des raids contre les royaumes voisins. Ce qui est certain, au XIXe siècle, les Agogies ne sont plus de simples gardes du palais. Elles constituent une force militaire organisée, entraînée, redoutée. À leur apogée, leur nombre aurait pu atteindre plusieurs milliers. Certains historiens avancent 6000 combattantes sous Gezo au XIXe siècle. Ce qui fait consensus, les Agogies formaient une portion significative de l'armée totale du Dahomey. Leur présence dans les batailles était réelle, pas symbolique. Le recrutement n'était pas uniforme. Certaines étaient volontaires. D'autres étaient enrôlées de force, envoyées par leur famille. Certaines venaient de femmes condamnées pour une infraction, converties en combattantes plutôt qu'exécutées. La plupart étaient choisies jeunes, parfois à l'adolescence, et formées pendant des années avant d'intégrer les rangs actifs. Une fois intégrées, elles subissaient un entraînement extrêmement dur. Marcher pendant des heures sans eau, combattre au corps à corps, franchir des haies d'acacia aux épines longues de plusieurs centimètres. Cet obstacle faisait partie de leur formation. Utiliser des fusils à silex, des lances, des machettes et ces longs rasoirs recourbés qui les distinguaient sur le champ de bataille. Elles apprenaient à supporter la douleur et la fatigue. Leur réputation reposait en partie sur leur capacité à avancer malgré les pertes, à ne pas se replier quand les hommes à leur côté tombaient. Les Agogies combattaient aux côtés des unités masculines, mais avec leur propre organisation et leur propre chaîne de commandement.
elle participait aux campagnes du royaume, à la défense d'Abomey, aux expéditions contre les États voisins comme le Yoruba et le Maï. Elles ne s'étaient pas cantonnées à un rôle auxiliaire. Elles attaquaient, tenaient des lignes, prenaient des prisonniers. Leur tactique privilégiée, l'attaque rapide, parfois avant l'aube, quand l'ennemi était encore désorganisé. Elles connaissaient le terrain, se déplaçaient vite, cherchaient le combat rapproché où la supériorité numérique et la puissance de feu de l'adversaire comptaient moins. Mais leur histoire ne peut pas être racontée uniquement comme une histoire d'émancipation ou d'héroïsme. Le Dahomey a également été une puissance engagée dans la traite atlantique des esclaves. Ces armées lançaient des expéditions contre des royaumes voisins pour capturer des prisonniers. Ces prisonniers étaient ramenés vers les ports, notamment Ouida, l'un des plus grands ports négriers d'Afrique de l'Ouest, puis vendus à des négociants européens et américains. Cette économie de la traite finançait en partie la richesse du royaume, ses palais, son armée, ses cérémonies. Les Agojis participaient à ces campagnes. Elles capturaient des prisonniers. Elles prenaient part à un système économique fondé en partie sur la guerre et la vente d'êtres humains. Il faut tenir ensemble ces deux réalités. Les Agojis étaient des combattantes disciplinées et courageuses, mais elles servaient aussi un pouvoir monarchique qui tirait une partie de sa richesse de la traite des esclaves. Ces deux vérités coexistent sans qu'aucune n'efface l'autre. L'histoire devient plus difficile quand on refuse de choisir entre une image héroïque et une image entièrement négative. Trop souvent, la culture populaire préfère simplifier. Soit les Agojis sont des guerrières libres et admirables, soit elles sont complices d'un système criminel. La réalité ne se laisse pas réduire à cette alternative. Les Agojis étaient des militaires, elles obéissaient à leur roi, elles exécutaient les ordres de leur État. Comme des militaires dans n'importe quelle armée de n'importe quelle époque, elles étaient à la fois capables de courage exceptionnel et d'actes que leur contexte normalisait, mais que le nôtre juge différemment. Elles n'ont pas besoin d'être présentées comme des héroïnes parfaites pour être importantes. Elles peuvent être courageuses sans être innocentes, victimes de la conquête coloniale, tout en ayant capturé des prisonniers. C'est précisément cette complexité qui rend leur histoire nécessaire. À la fin du XIXe siècle, la France décide d'étendre son empire en Afrique de l'Ouest. Le processus est méthodique. La conférence de Berlin, en 1884 et 1885, a organisé le partage de l'Afrique entre puissances européennes. La France veut consolider ses positions au Sénégal, au Soudan et étendre son influence vers le golfe de Guinée. Le Dahomey devient un obstacle. La première guerre franco-dahoméenne a lieu en 1890. Elle se termine par un accord précaire. Les deux parties reconnaissent formellement l'autre, mais la France maintient une présence dans le port de Cotonou et continue de pousser ses avantages commerciaux. Béhanzine, qui règne depuis 1889, comprend que cet accord n'est qu'une pause. Les combats de 1890 ont déjà montré quelque chose que les officiers français ne s'attendaient pas à trouver. Des femmes au combat, organisées, déterminées, capables de tenir des positions et de lancer des assauts coordonnés. Les rapports militaires français mentionnent leur présence avec une surprise mal dissimulée. Mais en 1892, la France revient. Cette fois, la décision est prise au plus haut niveau. Paris veut en finir. Le général Alfred Dodd commande l'expédition. C'est un officier expérimenté, né à Saint-Louis du Sénégal, fils d'un père anglais et d'une mère sénégalaise. Il a combattu au Sénégal, au Tonkin. Il connaît l'Afrique et les guerres coloniales. Ses troupes disposent de fusils modernes à répétition, d'artillerie de campagne, de mitrailleuses Hotchkiss. Elles comprennent des légionnaires, des tirailleurs sénégalais et des soldats d'infanterie de marine. La supériorité technologique est écrasante. Béhanzine n'ignore pas cette réalité. Il a cherché à s'armer en Europe, à acheter des fusils modernes. Mais les puissances européennes ont refusé de lui vendre les armes qu'il demandait. Le blocus commercial faisait partie de la stratégie de domination avant même que les premières balles soient tirées. Le roi Béhanzine comprend que cette guerre ne ressemble pas aux précédentes. Il ne s'agit plus de défendre une frontière ou de repousser une armée voisine dans le cadre d'une logique régionale.
Le but français est de soumettre le royaume, de le dissoudre politiquement et de l'intégrer à l'empire colonial. Résister, c'est résister à l'effacement. Les premiers combats ont lieu en septembre 1892 à Dogba, le 19 septembre. Les forces dahoméennes lancent une attaque contre le camp français dans l'obscurité. Les soldats français se défendent dans la confusion. C'est précisément la tactique des Agoji, l'attaque nocturne, rapide, à courte distance, là où les fusils à répétition comptent moins que la rapidité et la connaissance du terrain. Les Agoji sont à l'avant des assauts. Elles avancent malgré les tirs. Elles tentent de désorganiser les lignes françaises, de créer une brèche, de semer la panique. Plusieurs soldats français sont tués ou blessés dans cet affrontement. La contre-attaque française repousse finalement l'assaut, mais les pertes dahoméennes sont sévères. Les rapports français les décrivent avec des mots souvent méprisants ou sensationnalistes. Ils parlent de furie, de sauvages, d'amazones ivres de sang. Un officier écrit qu'elles avancent comme si elles ne ressentaient pas la douleur. Ces récits disent quelque chose de la violence des combats. Mais ils disent aussi, et peut-être surtout, quelque chose du regard colonial. Les officiers français ne veulent pas seulement vaincre une armée, ils veulent aussi la définir, la rendre incompréhensible, primitive, inférieure. Une armée qu'on ne reconnaît pas comme une armée mérite moins d'être respectée dans la défaite. Les descriptions françaises oscillent entre fascination et mépris. Fascination parce que des femmes au combat déstabilisent les représentations européennes de la guerre. Mépris parce que ces mêmes représentations ne permettent pas de les reconnaître comme de véritables militaires. Le résultat, le mot Amazone, pittoresque et décontextualisé. Le 6 octobre 1892, la bataille d'Adégon devient l'un des affrontements les plus meurtriers de toute la campagne. Les forces du Dahomey attaquent les positions françaises avec une coordination et une détermination qui forcent l'admiration, même chez les vainqueurs. Mais la différence d'armement est considérable. Les fusils à répétition et l'artillerie française infligent de lourdes pertes aux combattants dahoméens qui avancent à découvert. Les sources françaises donnent le chiffre de 417 Agoji tués à Adégon. 417. 417 femmes tuées en une seule bataille. Ce chiffre est devenu l'un des symboles de la destruction du corps militaire féminin du Dahomey. Elles sont mortes en avançant, pas en fuyant. Il faut être prudent avec les chiffres des guerres coloniales. Les armées françaises avaient intérêt à gonfler le nombre de leurs adversaires tués pour justifier la violence de leurs opérations. Mais même si ce chiffre est approximatif, il témoigne d'une réalité. La bataille d'Adégon a décimé les rangs des Agoji. Les survivantes ne disparaissent pas immédiatement. Certaines continuent à combattre dans les semaines suivantes, intégrées aux unités masculines ou opérant en petits groupes dans la brousse. D'autres participent à la défense des positions autour d'Abomey alors que les Français progressent vers la capitale. Mais la supériorité militaire française finit par décider du résultat. Chaque affrontement coûte des vies que le Dahomey ne peut pas remplacer, aussi vite que la France envoyait des renforts de Dakar et de Marseille. Les Français progressent vers Abomey. Béhanzine refuse de livrer la capitale intacte. Avant de partir, il ordonne l'incendie d'une partie du palais royal, les bas-reliefs, les trônes, les archives d'un royaume qui refusait de mourir facilement. Abomey tombe en novembre 1892. Béhanzine poursuit la résistance depuis la brousse. Il cherche à maintenir une guérilla, à user les forces françaises, à gagner du temps. Mais sans base territoriale stable, sans approvisionnement, avec des effectifs décimés, la résistance ne peut pas durer. Il se rend en janvier 1894. Il est déporté. Il passe quelques années en Martinique, où la population locale lui réserve un accueil qui embarrasse les autorités coloniales. Trop de chaleur, trop de solidarité, trop visible. Il est transféré en Algérie, où il meurt en 1906, loin de son royaume, loin d'Abomey, loin des femmes qui avaient défendu son trône. La conquête française ne met pas seulement fin à l'indépendance du Dahomey. Elle transforme aussi durablement la manière dont son histoire sera racontée.
Les colonisateurs ont besoin de présenter leur victoire comme une œuvre de civilisation. Ils ont besoin de montrer qu'ils ont apporté la modernité, le progrès, l'ordre, là où régnait la sauvagerie et le chaos. Dans ce cadre narratif, les guerrières qu'ils ont combattues ne peuvent pas être décrites comme une armée organisée, disciplinée, capable de stratégie et de courage. Elles deviennent des Amazones. Le mot est pittoresque. Il évoque la mythologie grecque et l'exotisme. Il éloigne les Agodji de leur propre culture pour les placer dans un cadre familier aux Européens. Guerrière devient attraction. Histoire devient carte postale. Une légende n'a pas besoin d'être prise au sérieux. Cette transformation ne signifie pas que les Agodji étaient invincibles. Elles ont été vaincues par une armée disposant d'une puissance de feu et d'une logistique largement supérieure. Mais être vaincu ne signifie pas avoir été insignifiant. Les Agodji ont défendu leur royaume pendant 2 guerres, sur plusieurs années. Elles ont participé aux batailles les plus importantes de la guerre franco-dahoméenne. Elles ont subi des pertes immenses et ont continué à combattre, alors que leur armée s'effondrait autour d'elles. Elles ont forcé les officiers français à modifier leurs tactiques, à renforcer leur position nocturne, à prendre au sérieux un adversaire qu'ils pensaient pouvoir balayer rapidement. Ce n'est pas rien. Il faut aussi comprendre ce que représente la conquête du Dahomey dans le contexte plus large de la Scramble for Africa, la ruée vers l'Afrique. En moins de 20 ans, entre 1880 et 1900, l'essentiel du continent passe sous contrôle européen. Les États africains qui résistent sont démantelés. Leurs armées sont dissoutes, leurs rois sont exilés ou exécutés. Leurs territoires sont redessinés selon les intérêts des puissances coloniales, sans égard pour les frontières historiques, les appartenances ethniques ou les structures politiques existantes. Le Dahomey n'est pas une exception. C'est un cas parmi des dizaines. Mais c'est un cas où des femmes combattantes ont rendu la résistance visible d'une manière que les colonisateurs n'ont jamais tout à fait su comment gérer. On peut vaincre une armée. On peut exiler un roi. Mais comment effacer la mémoire de guerrières que vos propres soldats ont mis des mois à vaincre ? La réponse coloniale a été de les transformer en mythes, de les désancrer de leur histoire réelle, de leur royaume, de leur bataille, précise pour en faire une image flottante, les Amazones, qui appartient à la culture populaire européenne plutôt qu'à la mémoire dahoméenne. En 2022, le film The Woman King fait connaître les Agodji à un public mondial. Viola Davis incarne une commandante fictive. Le film a le mérite de remettre au centre une histoire largement ignorée par le cinéma occidental. Mais il prend de nombreuses libertés. Il présente une version romancée de leur organisation, de leurs personnages. Il modifie surtout, de manière significative, le rapport des Agodji à la traite des esclaves en faisant d'elles des opposantes à cette pratique, alors que l'histoire documentée montre qu'elles y participaient activement. La réalité historique est plus complexe et plus intéressante. Les Agodji n'ont pas besoin d'être des héroïnes parfaites pour être fascinantes. Une histoire qui tient ensemble le courage et la traite, la défaite militaire et la résistance acharnée, l'effacement colonial et le retour de la mémoire. Cette histoire-là est plus puissante que n'importe quelle fiction héroïque. Pendant longtemps, les manuels racontent le général Dodds, la victoire française, la conquête du Dahomey. Ils parlent de pacification, de mission civilisatrice, d'intégration à l'Empire. Ils parlent beaucoup moins des femmes qui se trouvaient en face, moins de leur entraînement, moins de leur organisation, moins de leurs 417 mortes à Adégon. Les Agodji ont été effacés une première fois par la conquête, une deuxième fois par les récits non produits après la conquête. La double disparition, physique d'abord, narrative ensuite. Aujourd'hui, leur mémoire revient au Bénin et ailleurs. Des statues sont érigées à Abomey. Des recherches académiques reconstituent leur histoire à partir des archives françaises, des traditions orales dahoméennes, des témoignages recueillis au XXe siècle. Des documentaires, des expositions, des œuvres de fiction les replacent dans les histoires. Mais il faut leur rendre plus qu'un nom spectaculaire. Il faut leur rendre leur contexte, le royaume qu'elles servaient, les guerres qu'elles menaient, les prisonniers qu'elles capturaient, la violence de la traite, la puissance de l'armée française,
la bataille d'Adégon, la chute d'Abomey, et la manière dont une armée réelle a été transformée en mythe colonial. En 1978, Naoui raconte encore les combats auxquels elle a participé. Elle se souvient d'un monde disparu, d'une armée détruite, d'un royaume conquis. Quand elle meurt en 1979, c'est cette mémoire-là qui s'éteint, la mémoire de quelqu'un qui était là. Leur histoire mérite d'être dite avec cette précision, avec leurs noms, avec leurs batailles, avec leurs contradictions. Elles ne s'appelaient pas seulement Amazones, elles s'appelaient Agoji, elles étaient les Mino, nos mères. Et avant de devenir une légende, elles furent des femmes qui combattirent pour un royaume, dans un monde brutal, face à une armée coloniale venue prendre leurs terres. Elles ne furent pas invincibles, elles furent loin d'être oubliées par ceux qui les affrontèrent. Si cet épisode vous a touché, abonnez-vous aux Victoires oubliées sur Spotify ou Apple Podcast. Partagez-le autour de vous. C'est comme ça que ces histoires continuent à voyager. Et si vous voulez soutenir le podcast, laissez un commentaire ou une note. À très bientôt.